Alors le gouvernement, évidemment, ne boude pas son plaisir. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en premier. Le gouvernement se veut prudent quand même, comme l'atteste et comme le prouve le ministre du budget, Thomas Cazenave. On a des incertitudes internationales pour 2024. Vous l'avez vu, les Allemands, par exemple, sont rentrés en récession. L'économie chinoise ralentit. Donc, on a des incertitudes. On a préféré réviser notre croissance avec quand même une hypothèse, 1,4% de croissance. C'est une croissance dynamique, c'est de la création d'emplois. Le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, qui était d'ailleurs votre invité, Jean-Rémy Baudot, dans le 8h30 France Info hier matin. Alors, match France-Allemagne, France 1, Allemagne 0. Loin des chiffres et des statistiques. Est-ce qu'il y a un réel problème en zone euro? Tout cela mérite en tout cas un éclairage. Natacha Valla, l'économie européenne, elle connaît une panne générale? Alors, une panne générale, c'est beaucoup dire et c'est peu dire. Il faut comprendre que les circonstances sont quand même particulièrement contraintes par l'évolution de la politique monétaire qui resserre les conditions de financement, qui augmente les taux mais qui rend le financement externe des entreprises en particulier, mais aussi des crédits aux ménages plus compliqués. Donc ça, cet effet-là, on sait que depuis 1 an et demi, on sait qu'on va l'avoir avec retard et ce retard-là arrive peut-être aujourd'hui. C'est mordant pour la France comme pour l'Allemagne. Alors effectivement, il y a des différences au niveau de la synchronicité des cycles et de la vulnérabilité des appareils productifs entre l'Allemagne et la France. Effectivement, on voit qu'en Allemagne, le choc massif notamment sur l'intrant énergétique a induit des contraintes sur la production et aussi sur les corrélatifs. Il y a un problème de pouvoir d'achat aussi, des négociations salariales qui doivent rattraper l'inflation, en tout cas qui doivent donner aux travailleurs et à la population le sentiment d'avoir les moyens quand même de continuer à consommer et à investir. Donc l'Allemagne est de ce point de vue-là, mais d'un point de vue purement conjoncturel, plus faible que la France. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus être trop suroptimiste sur les trimestres à venir en France, parce qu'on a quand même pas mal de forces qui nous ont portés jusqu'à aujourd'hui et qui risquent de se retourner comme vent contraire. Alors sans parler peut-être de panne générale, mais un ralentissement en Europe, est-ce que c'est grave, Philippe Martin? C'est grave parce qu'en effet, moins de croissance, c'est moins de pouvoir d'achat, moins d'emplois. Et donc en effet, la situation en France, alors Bruno Le Maire parlait de miracle économique en France, je crois que c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que la croissance, comme le rappelait Emmanuel Cuny, en France sera de 1%. L'emploi, ce qui est quand même très important pour les Français, va être à peu près atone. Après, en fait, des très bonnes surprises dans les trimestres précédents, même si on comprend pas très bien, en effet, ce qui se passe sur l'emploi. C'est-à-dire normalement, quand la croissance est ralentie, ce qui est le cas, l'emploi est très faible. On a eu des bonnes surprises sur l'emploi. C'est pas évident que ce sera le cas l'année prochaine. Et puis, le pouvoir d'achat, évidemment. Et ça a été aussi une différence entre l'Allemagne et la France. La France a beaucoup plus protégé le pouvoir d'achat que l'Allemagne. Avec de l'argent massif. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la croissance en France a été sera meilleure en 2023 qu'en Allemagne. Mais tout ça va être plus difficile en 2024. Alors on va avoir un retour un petit peu de croissance en 2024. En tout cas, c'est ce qu'espère le gouvernement. Sauf que les conjoncturistes sont moins optimistes que le gouvernement. Et finalement, l'année prochaine, on sera toujours dans une situation de croissance en France et en Europe qui est en dessous du potentiel. Emmanuel Cuny, qu'est-ce qui différencie la France de ses principaux partenaires? Alors on peut citer quelques chiffres sans en abreuver nos téléspectateurs ou auditeurs. On va reprendre les différents éléments. Donc cette année, l'économie française devrait progresser plus que prévu avec, dit la Banque Centrale Européenne, et je crois que la Banque de France dit un peu la même chose, le dynamisme des exportations au printemps. Ça, c'est un élément intéressant à voir parce que ça veut dire qu'on exporte bien alors que notre commerce extérieur, c'est plutôt notre parent faible aujourd'hui. La croissance marquerait nettement le cas quand même, on vient de le dire, à cause de l'inflation. Et selon l'INSEE, cette fois, outre le léger rebond de la consommation, d'autres facteurs soutiennent un peu la croissance. On est toujours en France sur la deuxième moitié de l'année. La production, notamment dans le secteur automobile et la production d'électricité. Situation, je le disais, contraire en Italie où on attend un recul du PIB donc de 0,4%, et puis surtout l'Allemagne. On peut se demander, est-ce qu'il y a le miracle français? Enfin, vous me en touche tout à l'heure. Je boitais partout, je pense que c'est pas un miracle économique. C'est pas un miracle économique du tout, mais quelles sont les raisons d'espérer finalement? Aujourd'hui, comment on peut s'en sortir? Est-ce que l'emploi, par exemple, Natacha Valla, est-ce que l'emploi, Philippe nous disait tout à l'heure qu'en fait on comprenait pas très bien pourquoi l'emploi se portait entre guillemets aussi bien en France, c'est votre analyse aussi? Alors Philippe Martin a raison, on comprend pas très bien ce qui se passe sur le marché du travail aujourd'hui. Vous ne comprenez pas, on est mais on sait quels sont les facteurs qui affectent donc l'offre de travail, la demande de travail, donc les comportements des travailleurs et les comportements des entreprises. On sait que depuis le Covid, il faut quand même remonter là parce que c'est des chocs qui ont une durée de vie assez longue finalement. On a eu l'introduction du télétravail et de nouvelles façons de travailler. On ne sait pas bien où on va se stabiliser de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément est lié effectivement à la question du pouvoir d'achat. L'inflation a augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté. Les salaires nominaux n'ont pas augmenté au même rythme ou encore pas avec le même timing. Donc pour les travailleurs, dans l'arbitrage loisir-travail, ces choses-là changent un peu la donne. On ne comprend pas bien non plus les paramètres de l'offre de travail. Est-ce qu'on a toujours autant envie de travailler aujourd'hui qu'auparavant? Donc tout ça, ça constitue une somme d'incertitudes, y compris pour les entreprises, et on a du mal à s'y retrouver. Philippe Martin, la question qui se pose derrière ça, c'est si, alors mettons de côté le miracle français, mais s'il y a un miracle français, c'est peut-être qu'il y a des difficultés chez les autres. Est-ce que les difficultés de l'Allemagne, de l'Italie, est-ce que ça peut remettre en cause l'équilibre de la zone euro? Oui, alors certains pourraient se réjouir du match France-Allemagne 1-0, mais en fait, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Notre croissance, elle est aussi tirée par les autres. Absolument. Une grosse partie de notre production, elle vient de nos exportations vers ses partenaires. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a la Suède qui est en récession assez forte aussi. Donc c'est vrai qu'on fait mieux que le reste de l'Europe. C'est aussi parce qu'on l'a rappelé, on est moins dépendant du gaz russe, on est moins dépendant du marché chinois. Aussi peut-être parce qu'on a fait des réformes et dont on en voit un certain nombre de gains, mais ça n'est jamais une bonne nouvelle que le reste de la zone euro soit dans une situation de quasi-récession. Alors c'est pas une récession extrêmement grave, l'Allemagne fera moins 0,4 cette année, c'est pas une très grosse récession, mais ça n'est pas une situation bonne du point de vue économique. On reprend la discussion dans un instant, les informés de l'écho après le fil info à 9h50. Sophie Echen. Plusieurs voitures ont été emportées par les eaux et une quinzaine d'habitants ont été accueillis dans une salle communale ce matin à Lunas, dans l'Hérault, suite à de fortes précipitations. Le département est en alerte orange pluie, inondation, tout comme le Gard et la Lozère. Salah Abdeslam est reconnu coupable au procès des attentats de Bruxelles en 2016. Pas de nouvelle peine. En revanche, le djihadiste français est déjà condamné à la prison à vie
en France après les attentats du 13 novembre 2015 et il avait déjà écopé de 20 ans de prison pour une autre affaire en Belgique. Son complice Mohamed Abrini a lui écopé de 30 ans de prison. L'ambassadeur de France au Niger est pris en otage par les putschistes selon Emmanuel Macron qui affirme qu'il ne mange plus que des rations militaires. Hier soir, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna martelait que l'ambassadeur resterait à son poste et continuerait de travailler. Et puis ils vont tenter de se relever après leur défaite jeudi contre l'Italie. Les Bleus affrontent la Slovénie tout à l'heure pour la petite finale de l'Euro. Objectif médaille de bronze pour clore la saison internationale. France Info. Les informés de l'Écho, Emmanuel Puny, Jean-Rémy Baudot. En retour sur le plateau des informés de l'Écho avec Natacha Valla, économiste, présidente du Conseil national de la productivité, Philippe Martin, membre du Cercle des économistes, doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Nous parlons ce matin de la situation économique en Europe avec les trois principales puissances économiques de la zone euro, à savoir l'Allemagne, l'Italie et la France, qui ne sont plus sur le même rythme. La France, elle s'en tire quand même, disons-le, plutôt bien, Emmanuel Puny. Alors plutôt bien, sans parler effectivement. C'est pas juste du discours politique de Bruno Le Maire. Ah non, dans les faits, on voit les chiffres sont là et les données sont à vérifier de très très près, mais c'est vrai, factuellement, on fait quand même un peu mieux. Alors tout ça quand même dans un contexte inflationniste persistant qui s'installe, d'où la remontée des taux d'intérêt cette semaine par la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui a augmenté de 0,25%. Son principal taux d'intérêt directeur, on est à 4%, alors qu'il y a à peine 2 ans, on était à 0, voire un peu en dessous. Alors augmenter les taux pour ralentir la machine et limiter l'inflation, c'est bien, mais ça peut avoir des côtés pervers, on va voir ça. En tout cas, c'est une politique soutenue par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Deuxième défi économique majeur, l'inflation élevée et persistante. Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne travaillent dur pour maîtriser l'inflation. Nous savons qu'il faudra du temps pour revenir à l'objectif à moyen terme de la BCE. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, qui prononçait, comme tous les ans à la même époque, c'était mercredi précisément, son traditionnel discours sur l'état de l'Union, c'est le bilan en fait économique et social de l'année en Europe. Alors relever les taux d'intérêt, oui, mais, car il y a toujours un mais. Mais parce qu'en fait, non, mais rappelons quand même que l'une des missions de la BCE, c'est justement d'avoir un effet sur l'inflation. Philippe Martin, en relevant ces taux à des niveaux historiques quand même, est-ce que la BCE ne joue pas contre la croissance ? Alors, l'inflation, c'est le principal mandat de la Banque Centrale Européenne. C'est elle qui est en charge d'aller à 2%, puisque c'est sa cible. Et en effet, son principal instrument, c'est les taux d'intérêt pour, en ce moment, augmenter les taux d'intérêt. Emmanuel Cuny l'a dit, on est remonté à 4%, pour en fait ralentir l'économie, puisque... Il faut quand même rappeler à nos auditeurs téléspectateurs qu'il y a quelques années, on était proche de zéro. On était même à moins 0,5. C'est-à-dire que nos investisseurs nous prêtaient de l'argent, enfin payaient pour nous donner de l'argent parce qu'ils avaient... Et donc, ce qui voulait dire que pour les entreprises, pour les ménages qui empruntent pour acheter une maison, pour faire des travaux, pour investir, c'était facile. Aujourd'hui, il remonte et donc ça va avoir un impact négatif sur la demande de crédit. On le voit déjà, on a une baisse de la demande de crédit à la fois des ménages et des entreprises qui est très forte et qui est une conséquence directe des décisions de la Banque Centrale Européenne. Ça va avoir un effet de ralentissement sur l'économie et en fait, c'est l'effet recherché puisqu'en fait, il faut qu'il y ait moins de tension dans l'économie pour que les prix ralentissent. Donc c'est bien ça l'effet recherché. Moi, je suis quand même assez inquiet et assez critique en fait de ces décisions. Je pense qu'en effet, il fallait remonter les taux, mais je trouve que là, la dernière décision de cette semaine à 4%, on prend un risque parce que on l'a dit tout à l'heure, une grosse partie de l'inflation, c'est pas lié à la demande qui est excessive ou à un marché du travail qui marche très très bien. C'est quand même fondamentalement lié à ce qui s'est passé en Russie, c'est-à-dire l'augmentation des prix de l'énergie, ensuite les prix alimentaires. Et donc, je comprends une partie des décisions de la Banque Centrale Européenne, mais je suis assez inquiet des conséquences en termes d'emploi et de croissance. Et donc, moi, j'aurais été plutôt sur le mode pause plutôt que d'augmenter les taux cette semaine. Natacha Valla, vous êtes inquiète aussi avec des taux à 4% de la BCE ? Alors, si on prend un petit peu de recul quand même, 4%, c'est pas 8, c'est pas 10. Enfin, historiquement, c'est un niveau qui reste encore assez, pas modéré, mais vu par le passé. Et puis, il faut savoir que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire quand on corrige ces taux d'intérêt nominaux par le taux d'inflation, ils sont encore très largement négatifs. L'inflation va au-delà des taux d'intérêt de la BCE. Donc, effectivement, il y a eu un resserrement. La BCE a choisi cette semaine... C'est que ça ne joue pas contre l'économie. Alors, si, ça joue. C'est comme le dit Philippe Martin, c'est l'effet recherché. La Banque centrale a cette chance d'avoir un outil qui fonctionne contre l'inflation, mais en luttant contre l'inflation, elle le fait en ralentissant l'économie. Ça a été très bien expliqué. Maintenant, il faut voir quel est l'impact de cette inflation-là, elle-même, sur l'activité économique, sur le niveau de confiance et sur les comportements des ménages et des entreprises. Et on voit bien que la moitié de la population aujourd'hui n'a jamais vécu avec de l'inflation. Et donc l'inflation revient et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment investir, on ne sait plus où fixer nos salaires, on ne sait plus si on veut aller travailler ou pas. Bref, on est un peu désorienté. L'inflation trop élevée, trop persistante, est mauvaise pour l'activité économique et pour la stabilité économique. Donc la BCE, moi, je me porte un petit peu en défense de ce qui a été décidé parce que elle a remonté d'un quart de point, c'est un symbole fort, c'est dire je suis là, l'inflation reste ma préoccupation principale. Et si l'économie se mettait aujourd'hui, par exemple, à signer des contrats, que ce soit des contrats salariaux ou des contrats de rendement, qui seraient indexés à l'inflation, indexés à une idée d'une inflation haute, alors ça deviendrait problématique parce qu'on aurait beaucoup plus de mal à traiter l'inflation dans le futur. Emmanuel Cuny, c'est quoi les portes de sortie de cette situation ? Alors, il n'y a pas que l'État finalement. Dans la vie, il y a aussi les différents acteurs économiques privés que sont les entreprises. On a parlé des salaires, mais est-ce que augmenter les salaires en phase inflationniste, est-ce que c'est bien raisonnable ? Ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, ça réglerait peut-être la question du pouvoir d'achat. Il y a les dépenses de l'État, faut-il rappeler, 3 000 milliards de dettes. On a une charge de la dette l'année prochaine qui atteindra 48 milliards d'euros. C'est-à-dire, on rembourse. C'est le budget de la défense. Ah oui, c'est le budget de la défense. Donc là, c'est le tonneau des Danaïdes, un trou sans fond. Baisser les impôts, c'est une promesse. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire ? Donc voilà, autant de questions ouvertes, mais ce sont des portes de sortie possibles. Vous voyez très rapidement, Natacha, des portes de sortie à cette situation ? Alors, la baisse d'impôts, ce sera quand même un petit peu compliqué d'un point de vue agrégé parce qu'il y a quand même des dépenses importantes et effectivement, la charge de la dette en est une. Après, moi, je pense qu'on a quand même engagé des réformes et c'est des réformes qui payent au fil du temps. Prenez des réformes, l'apprentissage par exemple, ça nous coûte aujourd'hui en productivité, mais demain, ça nous fera une force de travail meilleure, plus efficace, un système beaucoup plus productif. Donc je pense qu'on a
c'est au niveau des réformes structurelles qu'il faut vraiment pas lâcher la bride, et puis ensuite se coordonner avec nos voisins européens pour essayer de porter un agenda commun, notamment sur la politique industrielle. Philippe Martin, vous avez 7 secondes pour conclure. C'est, je pense, une porte de sortie, c'est la conférence sociale, c'est-à-dire en effet, il faut avoir des négociations sur les salaires. Moi, ça ne m'inquiète pas qu'il y ait une augmentation des salaires. Il n'y a pas de boucle prix-salaire pour le moment, il n'y a pas de danger, et donc je trouve normal qu'il y ait une augmentation des salaires pour que le pouvoir d'achat ne baisse pas trop. Les informés de l'écho, Philippe Martin, Natacha Valla, merci beaucoup d'être venus ce matin. Merci Emmanuel Cuny de m'avoir accompagné en ce samedi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux décryptages de l'actualité économique. Votre programme vous a été présenté par Clésia, assureur d'intérêt général. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. 3 dates, une demi-heure et des experts ou des acteurs d'un dossier pour décrypter, pour analyser et revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Aujourd'hui, cette question: au Maroc, l'humanitaire a-t-il été pris en otage par la politique? On va voir ça en images. Dévasté par un séisme dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, le Maroc accepte finalement l'aide de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis, alors que le bilan provisoire dépasse déjà les 2900 morts à ce moment-là. La France n'apparaît pas sur la liste, une absence qui peut surprendre. La diaspora marocaine est la deuxième plus importante en France. Et le Maroc est le pays qui compte le plus de lycées et d'institutions culturelles françaises sur son territoire. Alors que s'est-il passé? Les crispations diplomatiques entre les deux pays sont-elles à ce point profondes qu'elles ne parviennent pas à s'effacer devant l'ampleur de la catastrophe humaine? Ou au contraire, a-t-on simplement monté en mayonnaise bien française le droit souverain d'un pays à décider des mains tendues qu'il choisit de saisir? C'est ce qu'on va aborder avec nos invités. Et d'abord, David Rigoulet-Rose, bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Mehdi Mishbal, journaliste marocain basé à Paris. Et puis Majid Kiyat, notre envoyé spécial au Maroc depuis la semaine dernière. Majid, vous êtes à Taramout, au sud de Marrakech. Bonjour Majid. La première date clé qui va servir de base de départ à notre débat, c'est celle-ci, le dimanche 10 septembre. Le temps de la diplomatie n'est pas le temps de l'urgence humanitaire et les ONG piaffent d'impatience. Chaque minute compte, elles ne comprennent pas le temps de réaction marocain. Écoutez Arnaud Fraisse, le fondateur de Secouristes sans frontières. On aurait voulu prendre un avion qui décolle dans 1 minute à Orly, et malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. En fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar. Et nous ne comprenons pas en fait cette situation de blocage de la part du gouvernement. Vous n'avez pas d'explication? Non, aucune explication pour l'instant. Et donc les équipes sécurité civile françaises sont aussi clouées au sol pour l'instant. Majid Kiyat, à ce moment-là, on peut encore se dire que ça n'est pas une question de politique ou de diplomatie, mais une question d'organisation, que le pouvoir marocain veut prendre le temps de pointer ses besoins réels et ses forces en présence? Oui, c'est ça. En tout cas, ici sur le terrain, à ce moment-là, vous savez, c'est la désolation. Les Marocains un peu partout dans le pays découvrent via les réseaux sociaux dans un premier temps, puis par les caméras de télévision, la situation sur le terrain qui est extrêmement compliquée. La priorité ici à ce moment-là, c'est la recherche de survivants, et la mobilisation est extrêmement importante pour tenter de rechercher ces survivants. Donc dans un premier temps, c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver des survivants, et donc on parle pas trop de l'aide de la France. C'est pas un sujet dans les villages sinistrés. La préoccupation des habitants, c'est vraiment de tenter de sauver ce qu'ils peuvent, parce que bien dans certains endroits, les villages sont totalement détruits et très difficile d'accès, même pour les secouristes marocains. Par exemple, dans un village où on s'est rendu, eh bien, la route principale était totalement fermée, inaccessible aux secouristes et aux ambulances, parce qu'il y avait des grosses pierres qui étaient tombées de la montagne, et c'était impossible d'y accéder. Il fallait marcher à pied plusieurs kilomètres pour tenter ensuite de retrouver des survivants sous les décombres. Donc dans un premier temps, ici au Maroc, ce n'est pas un sujet, l'aide de la France. Merci Majid, vous restez avec nous évidemment. On reste ce dimanche 10 septembre à la mi-journée. Après avoir écrit au roi Mohamed VI pour lui proposer l'aide française, Emmanuel Macron réitère son message dans son discours en clôture du sommet du G20. Écoutez. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. J'ai envoyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Mehdi Mishbal, le message officiel, le message verbal, c'est en somme, la France propose, le Maroc dispose. Mais le fait de le délivrer publiquement, ce message, au sommet des grands de ce monde, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas maladroit de la part d'Emmanuel Macron, surtout s'il avait déjà eu un échange avec Mohamed VI? Je pense qu'à ce moment-là, c'était une conférence après la réunion des G20. C'était pas maladroit d'adresser ce message au Maroc, surtout que le président Macron parlait au nom d'une initiative qui réunissait aussi bien la France que la Banque mondiale, le FMI et d'autres pays du G20. Donc je pense que là, on était au lendemain du choc. Le message était le bienvenu pour montrer un petit peu la solidarité de la France et des autres partenaires de la France du G20 avec la Banque mondiale, de la solidarité qu'ils peuvent avoir pour le Maroc et les victimes. C'était pas maladroit. En fait, ce qui a politisé un petit peu cette histoire, c'est toute la polémique qui est née dans les médias à ce moment. On va y arriver. Mais le message solidarité était le bienvenu à ce moment. À ce moment-là, vous n'avez pas l'impression déjà que le président français insiste un peu? Pas du tout. C'était un message, on va dire, spontané, que beaucoup de chefs d'État ont eu vis-à-vis du Maroc. Il y a eu une proposition d'aide de plus d'une soixantaine d'États. Et donc, c'était des gens ou des États amis
ou non amis d'ailleurs, qui affichaient leur solidarité avec le peuple marocain. C'était le bienvenu en ce moment. Alors justement, ce dimanche 10 septembre, toujours finalement, le Maroc accepte l'aide de 4 pays et l'espace aérien avec l'Algérie rouvre. Je vous cite un extrait du communiqué du ministère de l'Intérieur marocain ce jour-là. Sur la base d'une évaluation précise des besoins sur le terrain, les autorités marocaines ont répondu favorablement aux offres de soutien formulées par les pays amis que sont l'Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Et puis dans la foulée, ce communiqué du cabinet royal, le souverain a également exprimé les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc à l'égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain. David Rigoulet-Rose, à ce moment-là, c'est quand même forcément, quoi qu'on en dise, des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs, un choix politique que fait le roi du Maroc. Oui, en tout cas, c'est le roi du Maroc. C'est une manière pour le Maroc d'afficher sa souveraineté. De toute façon, ça c'était une donnée importante, même vis-à-vis de sa propre population par rapport au choc qu'avait représenté. Et c'était une manière de dire, toutes les propositions d'aide sont bienvenues, mais c'est à nous d'évaluer les aides qui nous paraissent les bienvenus, enfin les plus adaptés à ce qu'on estime être justement par rapport à la situation. Donc effectivement, il y a eu un début de parasitage parce que par rapport à la proposition d'aide française, qui dépassait évidemment la simple solidarité, il y avait une absence de réponse. Et donc ça a été vécu de manière probablement pas très bien vécue du côté de Paris, pas de manière vexatoire, mais enfin on s'est demandé pourquoi effectivement il y avait cette absence de réponse, alors même que d'autres pays faisaient l'objet d'une réponse positive, en l'occurrence l'Espagne. Mais évidemment, dans une situation de ce type, il y a toujours des variables politiques qui rentrent en jeu. De toute façon, l'humanitaire n'est jamais totalement neutre, a fortiori quand il est mobilisé par des États. Et ça peut avoir d'ailleurs un effet collatéral sur les ONG qui ne dépendent pas des États, mais qui évidemment sont soumises justement aux aléas géopolitiques dans des relations bilatérales. Mais déjà à ce moment-là, Mehdi Mishbal, on commence à entendre des gens qui disent, des experts, des chercheurs qui disent oui, mais alors c'est peut-être aussi révélateur de l'état des relations dégradées entre le roi du Maroc et le président français. En effet, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier qu'il y avait une dimension politique et diplomatique dans le choix des partenaires, en tout cas des États qui ont été appelés à l'aide. Il y a certainement la dimension diplomatique et le Maroc, de manière souveraine, on voit dans la communication officielle de l'État marocain que l'argument qui a été avancé est un argument logistique, que le Maroc a identifié ses besoins et selon l'évaluation du moment, il a été fait choix de tel et tel pays. Il n'a pas dit que l'aide française n'était pas la bienvenue. Le communiqué officiel, que ce soit du Palais Royal ou de l'intérieur, remerciait tous les pays qui ont proposé leur aide au Maroc. Ça a été réitéré à plusieurs reprises. Bien sûr, quand le Maroc fait ce choix, et quand on voit les pays qui ont été appelés à l'aide... Ça n'est pas que technique. Ça n'est pas que technique. Parce que techniquement, ce que peut apporter l'Espagne peut être apporté par la France. On va dire, il y a la même expertise, la Grande-Bretagne, la même chose, le Qatar, les Émirats. Quand on voit ce qui lie ces 4 pays-là, c'est les liens stratégiques et les liens d'amitié très forts qui les lient au pays, au souverain du Maroc. Et surtout leur position très avancée sur le dossier du Sahara, qui est un petit peu la première cause nationale du Maroc. Et comme le disait le roi dans un récent discours, c'est la lunette avec laquelle le Maroc voit ses partenaires internationaux, ses amitiés sur le plan international. Donc forcément, il y a un message politique et diplomatique qui est envoyé vis-à-vis de cette sélection. Alors les choses prennent une nouvelle tournure et c'est notre deuxième date, le lundi 11 octobre. La une de Libé, vous en parliez Mehdi, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette une, la voici: Maroc, aidez-nous, nous mourrons en silence. La tournure de phrase, l'abandon sous-entendu du peuple par ses gouvernants crée la polémique sur les réseaux sociaux. Ainsi peut-on lire: votre une est ignoble. Elle sous-entend que le Maroc est un pays sous-développé qui laisse mourir ses citoyens. Et c'est complètement faux, vous insultez ce pays et ses habitants. En somme, la France se vexe, le Maroc aussi. Majid Kiyat, où se situe la vérité? Alors ça, c'est impossible à dire, mais en tout cas, quelle est la réalité que vous avez perçue?